Excusez-moi, je mets en forme mes pages pour pouvoir vous lire en même temps. Donc, je remercie Nice Duranton. Alors, sans qu'on se soit concerté l'un et l'autre, ça tombe assez bien. Je vais pouvoir à peu près prendre à la suite. Voilà. Je vais peut-être plus insister par rapport à ce que vous avez déclaré un peu sur le mythe. Moi, je vais peut-être plus insister justement sur le côté plastique du mythe, le fait qu'il s'est adapté à de très nombreuses reprises un peu, on va dire entre guillemets, à la demande sociale et aux situations politiques, et que finalement, d'une certaine manière, voilà, les déclarations successives de Elijah Muhammad ou ensuite Luce Farrakhan depuis les années 80 ont été vraiment à géométrie variable, hein, y compris, voilà, on a un corps de doctrine, mais ce corps de doctrine, on y puise, et je vais essayer de vous le montrer, on y puise des éléments parfois complètement contradictoires en fonction des besoins du moment, ce qui est sans doute le propre de toutes les religions. Voilà. Alors, donc, je propose dans cette communication que j'intitule La couleur des prophètes, Wesleyan Muhammad et la science ambiguë de la nation de l'islam. Je propose d'aborder donc les évolutions récentes de la nation de l'islam, c'est donc une organisation politico-religieuse qui se réclame de l'islam à travers différents écrits très contemporains, particulièrement ceux de Wesleyan Muhammad, publiés entre 2009 et 2013. L'historiographie de la nation a connu un renouvellement important depuis une vingtaine d'années. Lorsque, en 1961, Eric Lincoln a publié son ouvrage précurseur, sa perspective, c'était de montrer la dimension politique de ce mouvement, en le situant dans le contexte des mobilisations noires. Bien que les musulmans noirs désignent leur mouvement, je cite, en tant que religion, les valeurs religieuses y ont une importance secondaire, selon James Eric Lincoln. Dans les années 1980, les chercheurs ont largement réévalué la place de la religion au sein de cette organisation, notamment Herbert Berg, Edward E. Curtis et Don Mary Gibson. Ils s'intéressent notamment à l'étude de la nation en tant que culte et aux formes religieuses que prend son discours politique. Donc, je propose de nous inscrire dans ces perspectives et de dépasser donc une opposition artificielle entre des interprétations politiques et une étude du fait religieux. Alors pour cela, il est particulièrement donc intéressant, je pense, de se pencher sur des écrits contemporains de Wesleyan Muhammad, un théologien qui veut préciser la doctrine tout en se situant dans un cadre qui prétend, comme on va le voir, à la rigueur scientifique. Ces écrits contemporains de la nation sont sans doute les moins étudiés, du fait que cette organisation est beaucoup moins importante aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être dans les années 60-70. Donc, on se concentrera sur deux ouvrages que je vous montre en diapositive. Black Arabia and the Black Origin of Islam, en 2009, et God, Black Prophets, Deconstructing the Myth of the White Muhammad of Arabia and Jesus of Jerusalem, 2010. Leur intérêt est donc de se situer au carrefour d'une démarche scientifique et d'un discours religieux. D'une part, ils respectent complètement les codes de la recherche universitaire, ils s'inscrivent dans le champ des études religieuses, ils se penchent sur les doctrines de la nation comme un corpus religieux comparable à n'importe quel autre. Mais ils ont aussi une vocation à définir, même plutôt redéfinir, une orthodoxie, et en ce sens, ce sont aussi des textes religieux. Alors donc, nous proposons donc de démontrer dans cette petite communication comment cette science donc ambiguë, dans sa volonté de réaffirmer la couleur noire des prophètes, s'appuie donc d'une part sur les arguments classiques du racisme biologique, mais aussi par ailleurs comment ces écrits marquent la volonté de revenir à une doctrine originelle de la nation de l'islam, alors même que les évolutions sociales ont rendu cette doctrine désuète. Alors, on présentera d'abord le contexte de production de ces écrits, du point de vue des évolutions de la nation, et ensuite aussi du point de vue de la situation de Wesleyan Muhammad. Puis, on s'intéressera à l'argumentation des deux ouvrages, qui, dans la forme comme dans le fond, mobilisent un arsenal de théories racialisantes et racistes très souvent. Alors, donc, dans un premier temps, les mises à jour théologiques de la nation de l'islam, il est nécessaire de rappeler l'histoire de la nation et de sa doctrine. Je vais passer sur certains éléments que Nice Duranton a déjà précisé. Elle a été fondée en 1930 par Wallace Fard Muhammad, disparu en 1934. Son successeur a produit l'essentiel des écrits qui constituent le corps de la doctrine.
En 57, Supreme Wisdom. En 65, Message to the Black Man. 73, The Fall of America. Le groupe a connu un essor important dans les années 60, évidemment avec la figure de Malcolm X. Ils se fondent essentiellement d'une part sur la Bible, d'autre part sur le Coran, dans la traduction apportée par Muhammad Ali, qui était un prédicateur du mouvement réformiste de la Ahmadiyya, fondé au Pendjab à la fin du 19e. Selon un auteur récent en sciences de l'islam, Kambiz Ghana Basiri, l'idéologie de la nation est un nationalisme noir, mais inspiré de l'islam, mais dont la doctrine est très différente. La nation affirme, ouvrez les guillemets, que Allah est apparu à la personne de Fard Muhammad en 1930 et qu'Elijah Muhammad est son prophète. Cette croyance donc de la venue d'Allah à Détroit en 1930 se double de la pensée des Noirs comme un collectif, qui est, ouvrez les guillemets, je cite, le premier et le dernier créateur et possesseur de l'univers. Les descendants de la tribu de Shahbaz, une nation asiatique noire formée il y a 66 trillions d'années. Les Blancs sont une sous-humanité, le résultat, donc, comme on disait, des expériences maléfiques de Yacoub, et la nation refuse toute collaboration avec ces diables blancs. Par exemple, elle refuse le service militaire. Dès lors, comment comprendre la situation vécue par les Noirs en Amérique? Elijah Muhammad explique la suprématie des diables blancs par la nécessité pour Allah de se faire connaître à son peuple. Le pouvoir blanc sera renversé au terme d'une domination de 400 années. Alors, comme d'autres expressions religieuses africaines-américaines, telles le Moorish Science Temple, fondé en 1913, il s'agit d'une religion syncrétique qui puise à des sources diverses. Et à la suite de la guerre de sécession, c'est, donc, comme le rappelle Nestor Entente, c'est la grande migration et les bouleversements liés à la fois à l'émancipation des esclaves et aussi à l'arrivée de millions d'immigrants de toutes religions qui ont conduit à une nouvelle définition du peuple américain autour de critères raciaux et religieux. Il y a eu une sorte de synthèse qui associait protestantisme, blancheur et progrès comme des éléments inséparables et qui reléguait à un stade inférieur tous ceux qui ne répondaient pas à ces critères. La nation de l'islam n'est qu'une des réponses à cette idéologie. Alors, il ne faut pas, donc, comme je le disais, opposer sa portée religieuse à sa dimension politique. Alors, évidemment, s'identifier avec une religion qui n'est pas d'origine américaine permet d'échapper au stigmate racial. On peut donner l'exemple évident du fondateur du Moorish Science Temple, Noble Ali Dwo, qui portait un fez dans les années 20, ce qui était une manière pour lui de se situer en dehors de l'espace américain comme originaire du Moyen-Orient, ce qui était faux. Donc l'élément central de ces cultes tient dans la prophétie d'un leader et dans la manière dont ce leader universalise son expérience particulière en associant étroitement des dimensions religieuses et politiques. Alors l'origine de ces religions, que ce soit Nation of Islam ou le Moorish Science Temple, est souvent présentée comme quelque chose d'étranger aux États-Unis, comme le résultat d'une importation, ce qui est absolument faux. En fait, ces cultes ne s'expliquent que dans leur contexte de naissance états-unien. Et le regard, en fait, finalement, qui est porté sur eux, a souvent suivi les mêmes voies que l'orientalisme au 19e, qui définissait le monde musulman comme profondément incompatible avec la civilisation occidentale. Et par ailleurs, dans un deuxième temps, ça permet aussi d'associer le nationalisme noir avec une origine étrangère, finalement, de déclarer qu'il est essentiellement non américain, plus que musulman. En faisant de la nation d'islam le prototype de tous ces mouvements nationalistes noirs, on rend finalement le nationalisme noir exotique. C'est sans doute ce qui explique la grande visibilité médiatique de la nation d'islam sur la scène américaine. Parce qu'il faut bien le resituer dans un contexte où il y a de nombreux autres mouvements nationalistes noirs. Alors j'en arrive aux évolutions récentes. Après le décès d'Elijah Muhammad en 1975, son fils Wallace Farrit a progressivement renoncé donc, aux théories qui éloignaient la nation de l'islam du sunnisme, et il a rebaptisé son organisation d'abord the World Community al-Islam in the West, puis the Muslim American Society, avant finalement de dissoudre toute organisation centralisée. Mais, comme le signalait Niels, une minorité menée par Farrakhan a refondé une nouvelle nation à partir de 1978, et c'est de cette organisation que nous allons désormais discuter.
Donc depuis plus de 40 ans, Louis Farrakhan est à la tête de la même organisation, mais il a su en modifier la doctrine au fil des évolutions sociales. Il a reformulé la pensée religieuse du groupe, et aujourd'hui, l'écart avec les mythes fondateurs tels que formulés par Elijah Muhammad sont considérables. Tout d'abord parce qu'il y a eu le développement d'un islam américain important dans les années 70, lié à une immigration du Moyen-Orient, mais aussi l'ouverture de départements d'islamologie dans les universités, qui ont permis un accès bien plus facile au sunnisme et à sa doctrine. Donc, comme je le disais, hein, le propre fils d'Elijah Muhammad lui-même avait été un des premiers à suivre ses cours de théologie islamique dans l'université de Chicago. Dans ce contexte, la version hétérodoxe et un peu simpliste de l'islam présentée par Elijah Muhammad ne peut plus rivaliser avec une religion islamique beaucoup plus riche et complexe, dans un monde de plus en plus ouvert et connecté, y compris sur le monde musulman, hein, qui n'est plus une abstraction éloignée, inatteignable, qui pouvait l'être dans les années 50. Donc, le discours nationaliste qui met l'accent sur la fierté noire, sur l'indépendance d'avec le monde des Blancs, a d'abord représenté une menace dans les années 50-60, mais dans les années 70, à l'époque du Black Power, il est d'une certaine manière presque devenu, on pourrait dire, mainstream. Les thèmes de la nation de l'islam, la promotion de la réussite individuelle, du do for self, sont alors en phase avec les ambitions d'une nouvelle classe moyenne noire, hein, qui est en expansion à partir des années 70, et certains des thèmes finalement de la nation reprennent cette aspiration à une indépendance économique, une indépendance d'avec le business blanc. Hein, et finalement, si le choix du sunnisme par Warid Muhammad avait été la raison du lancement par Farrakhan d'une nouvelle organisation, très vite, Farrakhan va suivre le même chemin que Warid, c'est-à-dire celui d'une normalisation religieuse. Un sociologue, Matthias Gardel, constate que dans les années 80-90, Farrakhan a orienté sa doctrine vers un islam de plus en plus orthodoxe, avec de moins en moins d'allusions à Fard, au diable blanc, à l'apocalypse à venir, etc. À partir des années 90, Farrakhan a, par exemple, affirmé que aussi bien Fard que Elijah Muhammad avaient en fait cherché à orienter les Africains américains vers un islam sunnite. À partir de 1994, Farrakhan a contacté l'Association islamique américaine afin d'adopter le calendrier islamique sunnite. Il a aussi commencé à recommander à ses membres le pèlerinage à la Mecque. Il a modifié la prière du croyant, la Fatiha, afin qu'elle soit quasiment identique avec les prescriptions musulmanes, la Shahada. Finalement, en 1999, dans un discours intitulé « Mes excuses, my apology », il annonce qu'il ne croit pas que Fard Muhammad soit de nature divine. Et en 2000, il se réconcilie de manière spectaculaire, publiquement, avec Warid Muhammad. Donc Yacoub n'est plus le génie malfaisant tel qu'il était présenté auparavant, mais il devient un scientifique dont les expériences auraient mal tourné, et on en termine avec le discours contre les diables blancs. Alors, finalement, c'est, comme je le disais, une manière pour lui de suivre les évolutions de la société américaine des années 90. Celle-ci n'est certes pas débarrassée, bien sûr, des discriminations, mais elle offre tout de même aux Africains américains bien plus de possibilités de promotion sociale que celles des années 60. Dans une société dans laquelle une grande partie des Noirs travaillent aux côtés des Blancs, font leurs courses dans les mêmes commerces, le séparatisme radical des années 50 est devenu, d'une certaine manière, un peu impensable. Donc la nation s'adresse aussi désormais à un public soucieux de réussite individuelle, plutôt que de mobilisation collective d'une minorité. Son leader entreprend d'introduire une fausse science, hein, la dianétique, qui est promue par la scientologie, et diverses pratiques du type des médecines alternatives, avec les différents discours qu'on pourrait appeler du développement personnel, hein, qui propose du réconfort face aux angoisses contemporaines, aux dépressions, au stress, etc. L'historien Edward Curtis définit désormais la nation de l'islam comme un messianisme noir qui lie l'universalisme avec la notion d'un peuple noir élu. Dans un discours prononcé en 2008, Farrakhan a même ouvert la porte de la nation aux Blancs
en insistant sur le fait que Fard souhaitait aussi les libérer. Ces évolutions s'accompagnent d'ailleurs d'efforts pour attirer des nouveaux fidèles, particulièrement dans la minorité hispanique et latino-américaine. Désormais, la nation représente les prophètes comme blancs. Et Farrakhan s'est même appuyé sur une déclaration unique et tardive d'Elijah Muhammad qui avait affirmé à une unique reprise que le prophète était blanc. Alors, comment ces évolutions rapides dans le corps de doctrine sont-elles acceptées? À partir de 2006, Farrakhan est sérieusement malade. Il a un cancer, en 2013 une attaque cardiaque, il se retire petit à petit de la direction de la nation et la compétition pour lui succéder se développe, y compris sur le plan doctrinal. Alors c'est donc dans ce contexte que je veux situer la polémique soulevée par Wesley Muhammad et d'autres jeunes théologiens de la nation, à commencer au sein des groupes de recherche que Farrakhan lui-même avait mis en place. Alors ces jeunes théologiens, pour l'orthodoxie, donc je présente en image quelques publications, ont donné une sorte de vernis scientifique, particulièrement aux tonitruantes déclarations antisémites de Farrakhan. Il y a ainsi un Historical Research Department qui a publié The Secret Relationship Between Blacks and Jews, donc une prétendue étude qui affirme que les Juifs ont été les organisateurs du commerce triangulaire. Le groupe de recherche Nation of Islam Research Group publie les écrits des membres qui ont fait des études en sciences religieuses, et c'est parmi eux donc que surgit une contestation avec la création en 97 par un certain Wakil Muhammad et Wesley Muhammad de la A-Team. A-Team pour El-Allah Team. Ces théoriciens se donnent, je cite, comme objectif de clarifier les positions théologiques de la nation et de fixer l'orthodoxie, alors que la doctrine évolue rapidement. Comment cet ensemble s'est-il coordonné à une époque où les principes et les traditions de la nation et des 5% devenaient confuses avec l'avènement d'Internet, à une époque où la santé du ministre Farrakhan déclinait et sa mort était supposée imminente, et alors que plusieurs membres étaient inscrits à l'école du centre universitaire d'Atlanta? Voilà. Donc nous voulons préciser la doctrine. Donc ce groupe se constitue à partir de la volonté de défendre un véritable islam selon Fard. Wesley Muhammad, qui a fêté ses 50 ans la semaine dernière, le 12 juin 2022, est titulaire d'une licence en études religieuses du Morehouse College. Il a obtenu un doctorat en études islamiques avec une thèse intitulée Tajalli wa Ruaya, a study of anthropomorphic theophany and Visio Dei in the Hebrew Bible, Quran and Early Sunni Islam. Il a donc une spécialisation sur, on pourrait dire, les premiers développements théologiques de l'islam. Dans ce cadre universitaire, il a publié quelques articles, essentiellement sur la question de l'anthropomorphisme dans l'islam. Cependant, il n'a pas poursuivi très longtemps dans la voie universitaire, il est devenu un apprenti, un prêtre en formation de la nation. Il a publié une dizaine de livres, tous dans cet éditeur religieux, Allah Team, A-Team. Je passe quelques petites choses. Donc ces théologiens puisent dans les différentes théories auteurs de l'afrocentrisme dont on parlait hier, notamment Molefi Hassan, mais aussi Ivan van Sertima, Yosef Ben Yochanan et d'autres encore. Ces chercheurs minoritaires font tout de même partie du système universitaire, ils exercent dans les départements des Black Studies, mais ils évitent soigneusement de se laisser approcher par les théologiens de la nation. Donc les écrits de Wesley Muhammad, même s'ils gardent un aspect, on pourrait dire, scientifique, sont quand même complètement publiés à la marge du système académique. Alors, il s'agit donc, comme Wesley le précise, de répondre à un procès en hérésie dont il a été victime, puisqu'il continuait de défendre le mythe de Yacoub, etc. On lui a reproché de contester la parole de Farrakhan. Donc, dans son premier ouvrage, il s'agit donc d'une forme, si vous voulez, de retour aux thèses originelles, à la doctrine originelle de la nation. Alors, on ne va pas rentrer dans une discussion théologique sur la couleur des prophètes.
on va peut-être plus rapidement s'intéresser sur la forme que prennent ces livres. Hein. D'abord, donc, comme je disais, le respect des canons scientifiques avec de nombreuses notes de bas de page, une structure rigoureuse, un appareil critique très important, de très grandes bibliographies, mais en même temps, d'autre part, de nombreuses illustrations, un texte en général très court, un ouvrage fait 80 pages, l'autre à peine une centaine, et donc des ouvrages quand même qui restent assez accessibles à un public de fidèles de la nation. Il s'agit, je le cite, d'illustrer la concordance entre les enseignements de l'honorable Elijah Muhammad et les domaines pertinents d'études et de données empiriques. Cette conformité ne peut être le plus souvent démontrée que si nous ne craignons pas d'aborder ces écrits comme des scientifiques plutôt que comme des croyants. Donc, on réaffirme la croyance au cadre scientifique et Wesley se positionne comme un arbitre absolument impartial. Qu'est-ce qui est en jeu dans ces deux ouvrages? La couleur des prophètes. Je cite encore Wesley Muhammad, « S'ils sont noirs et les preuves sont abondantes, il est absolument faux de continuer à les présenter comme blancs. » Alors, il y a une succession d'arguments historiques, de recours aux textes anciens, un même schéma répété de la réfutation, hein, qui part toujours du point de vue de la partie adverse pour ensuite apporter les preuves de l'erreur. Y compris Wesley Muhammad lui-même se situe dans ce contexte de la réfutation, puisqu'il rapporte comment il était au départ athée et la manière dont finalement toutes ces tentatives de réfuter la pensée d'Elijah Muhammad ont été battues en brèche, et c'est comme ça qu'il est devenu un fidèle adepte de la nation. Sur la couleur de Mahomet, c'est une difficulté en soi, puisque l'islam interdit de la représenter. Wesley Muhammad débute par des citations de Frederick Mathewson Denny, qui extrait d'une courte introduction à l'islam, hein, pour rappeler qu'en général, Mohammed est présenté comme blanc. Il introduit dans son livre différentes images du prophète, comme par exemple une image de dévotion chiite, extraite d'un ouvrage scientifique, ou une peinture iranienne de 1514. Il s'appuie aussi sur les écrits des croisés, et donc différents auteurs qui vont présenter un Mahomet noir. Donc l'idée, c'est de montrer que Wesley Muhammad détient les preuves cachées, hein, de la couleur noire des prophètes et réapplique le même système à Jésus. C'est en fait, on retrouve dans ce mécanisme argumentatif celui des, pour le dire rapidement, des théories du complot. Hein. Il fait appel de façon répétée à l'indignation du lecteur qui a été trompé, hein, par des forces occultes. Hein. On comprend assez rapidement que c'est sûrement des auteurs juifs. Hein. Si on réfléchit finalement à la forme de ces deux livres, hein, ils semblent en fait finalement destinés plus au public des croyants qu'à un cadre universitaire. Et tout l'appareil critique est beaucoup plus destiné à impressionner ce public par la connaissance que Wesley Muhammad a notamment de la langue arabe. Un autre argument, avancé de façon répétée, c'est le fait que Wesley Muhammad a pu rencontrer en personne Elijah Muhammad, ce qui vaut comme un argument massif. Donc il se plaint d'être victime au sein de la nation d'une disgrâce liée en fait à son attachement à la vraie foi, la foi telle que Elijah Muhammad l'a fondée. Donc c'est vraiment des ouvrages qui sont des réponses de circonstances à des procès en hérésie qui lui sont faits, et il essaye de mobiliser les fidèles pour peut-être d'une certaine manière assurer son leadership au sein du groupe. Alors, du point de vue de l'argumentation, je vais essayer de finir là-dessus. Le propos est très nettement du côté d'une théorie biologique des races, hein, qui essentialise les peuples dans les textes chrétiens ou musulmans, en noir, sémite, etc. Du fait de la difficulté que Wesley Muhammad rencontre à noircir l'ensemble du Moyen-Orient de l'Antiquité, il essaye d'établir des lignes étanches entre les différents peuples. Et donc, il va définir, pour ce faire, une Arabie noire et des Arabes noirs du Sud, représentés selon lui dans l'Arabie saoudite actuelle
par des tribus comme les Mara, les Kara, les Shara Adoman et de l'Adramout. Il entre même dans des considérations sur, en gros, la phrénologie, héritée du 19e, et la forme des crânes. Donc, il mobilise vraiment tous les arguments du racisme biologique, y compris la génétique, qu'il utilise le plus souvent en mettant le terme entre guillemets, comme si c'était quelque chose qui restait douteux. Et il évoque donc le chromosome, le gène Cohen modal allotype, un gène Cohen, autrement dénommé le chromosome Y Aaron, supposé dans certaines constructions racistes être le marqueur d'un ancêtre commun d'une caste des Kohanim. Donc il s'appuie toujours dans le système de la réfutation sur les écrits d'un rabbin pour prouver la validité du gène chromosome Y Aaron. Donc il n'hésite pas à associer toutes ces vagues notions à des évocations de la tectonique des plaques pour expliquer comment les populations noires se sont déplacées et sont rentrées en contact avec l'Arabie saoudite. Cette race d'Arabes noirs, qu'il nomme Afribian, a été victime, selon lui, d'un mythe double, celui d'une part de l'arianisation de l'islam, par laquelle Mohammed a été blanchi, et celui d'autre part d'une hellénisation du christianisme, qui a fait de Jésus un blanc. Alors, si on peut déduire quelque chose de toute cette construction religieuse, c'est avant tout son obsession évidemment de la race. Il s'adresse à un public de fidèles au mythe ancien de la nation. Alors pour conclure, je pense que j'ai dépassé un petit peu, un professeur en religion concluait sa thèse en 1947 par le fait qu'il existait selon lui 4 tendances au sein de la religion noire. Il distinguait une catégorie, celle des mouvements sectaires, pour lequel le racisme est devenu une religion au service du statut des opprimés. L'exemple de la nation de l'islam démontre que ces représentations sont d'une certaine manière désormais datées, et je dirais aujourd'hui de 2 points de vue. D'une part, car ce positionnement était lié à un certain contexte social, les rappels de Wesley Mohammed à l'orthodoxie, afin de défendre sa position personnelle au sein du culte, ont peu de chances d'aboutir aujourd'hui, car elles ne répondent plus du tout aux attentes de la minorité noire de nos jours. D'autre part, cette manière de concevoir les cultes minoritaires participait aussi à l'époque à un contexte scientifique qui privilégiait des formes de recherche, qui privilégiait la recherche de formes pathologiques dans la culture africaine-américaine. Dans la lignée des travaux de Gunnar Myrdal et de son rapport commandité par le gouvernement démocrate durant la Seconde Guerre mondiale, ou du rapport de Patrick Moynihan durant les années 60, ou des recherches du psychologue Kenneth Clark, finalement, les succès de la nation de l'islam ont été trop longtemps analysés comme je cite, symptôme d'une profonde frustration, du désespoir, de l'impatience qu'on retrouve à tous les niveaux de la vie noire. Cette dichotomie entre un combat politique et un discours religieux, introduite par James Cone, s'inscrit implicitement dans ce cadre qui, d'une certaine manière, refuse l'agentivité, l'agency à la minorité noire et qui considère ces expressions religieuses comme des formes pathologiques. Et contre ces représentations qui ont longtemps perduré, il faut, je pense, plutôt considérer ces prédications africaines-américaines pour leur capacité à donner une forme politique aux religieuses, une forme religieuse aux politiques, et leur capacité à s'adapter très rapidement aux évolutions sociales. Voilà, je vous remercie de votre écoute.